Merci Nadège. Bonjour à tous. Encore une fois, désolé de ces aléas techniques, mais on continue. J'ai le plaisir de présider cette table ronde sur les impacts et les valeurs, les modèles économiques. Il me semble que c'est le sujet qui concerne particulièrement les entreprises. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je me représente. Je suis Franck Gautron, je suis le directeur d'Indura. Indura, c'est un cluster dont l'objet est l'innovation. Et donc, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets collaboratifs pour porter au guichet de financement régionaux, nationaux, européens des projets d'innovation. Donc, on les aide finalement à accélérer ce mouvement et à accroître leurs chances de succès. Et la collaboration, ça signifie toujours avoir une relation avec le milieu académique, les laboratoires de recherche, les centres techniques. C'est d'une richesse extraordinaire. Bref. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir quatre participants. À mes côtés, Frédéric Quérault, qui est directeur de l'économie circulaire chez Holcim et président des Géocycles France. Et en distanciel, Axel Michel, ingénieur de recherche chez Engie, en charge de la thématique économie circulaire, qui est accompagné de Farah Doumit, qui est doctorante nouveau business model associé à l'économie dans le laboratoire d'Engie Labcrigène en collaboration avec l'école polytechnique. Et nous avons également Clément Boyer, doctorant dans une chaire de comptabilité écologique à AgroParisTech et Université Paris-Dauphine. Je crois que j'ai oublié personne, si ce n'est la Zapette. Donc, merci à vous tous de vous être associés à notre événement et cette table ronde. Le sujet de notre table ronde porte sur le questionnement in fine de saisir l'opportunité de l'économie circulaire pour développer des nouvelles propositions de valeurs vertes avec des impacts environnementaux, mais également des valeurs ajoutées pour les entreprises. Alors, je vais me tourner directement vers Frédéric. Nul besoin de présenter le groupe Holcim comme un leader de l'industrie des matériaux, dont le ciment, particulièrement en France avec la marque Lafarge, évidemment. On la connaît consommatrice de matériaux d'énergie. Cependant, Holcim est très engagé dans l'innovation, dans l'accélération des transitions, qu'elles soient énergétiques ou environnementales. Et donc, pour un grand groupe, ça signifie quoi d'être moteur dans les transitions? Bonjour à tous. Donc, Frédéric Quérault, merci en tout cas de m'avoir invité et je suis heureux de pouvoir témoigner. C'est plus comme un témoignage qu'il faut voir mon intervention de quelqu'un qui a en charge directement la mise en œuvre des sujets économie circulaire à travers des business models dont Géocycles France. Alors, puisque le thème, c'est, mon cher Franck, c'est l'accélération de ces sujets économie circulaire et comment d'un concept, on arrive effectivement à en faire un business model. Ce concept chez Lafarge, il existe depuis un certain temps déjà. C'est pas nouveau qu'on réincorpore des matériaux de façon générale issus du monde du déchet, de façon générale dans nos matériaux. C'était plutôt fait de façon opportuniste. Et il y a un virage majeur qui a été passé dans le groupe Holcim, dont Lafarge est une marque clé, bien évidemment. Ça date d'il y a un an à peu près, où notre CEO, Yann Jenisch, parfaitement secondé par Magali Anderson, notre directrice développement durable, est en charge des sujets R&D. Donc déjà un premier élément, les sujets R&D sont étroitement connectés aux sujets de développement durable chez nous. Les deux sont liés. C'est beaucoup d'innovation pour nous, ces sujets de développement durable. Et Yann Jenisch a sorti une charte Net Zero Pledge qui vise effectivement à construire une trajectoire pour le groupe Holcim, une trajectoire, on va dire, long terme, sur tous les sujets de développement durable. Alors, évidemment, économie circulaire, on va en parler brièvement. Vous avez devant vos yeux
un résumé rapide de notre stratégie économie circulaire sur l'ensemble des piliers. On va la commenter ensemble dans un instant. Et bien évidemment, il y a un volet CO2. Bon, c'est pas le sujet, mais il y a une trajectoire CO2 qui est prépondérante. Il ne vous a pas échappé que l'industrie du ciment est confrontée à ce sujet CO2. Il y a des solutions. Donc, il y a toute une feuille de route qui vise à réduire fortement notre empreinte CO2. Il y a l'empreinte eau, évidemment, qui est fortement challengé. Le sujet biodiversité est un indicateur clé. Il y a d'autres indicateurs qu'on regroupe sur une thématique plus générale. Et il y a un indicateur économie circulaire dans le groupe Holcim qui vise à construire une trajectoire durable et une accélération très forte sur ces sujets d'économie circulaire. Alors, comme vous pouvez le voir ici, bon, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs piliers sur l'économie circulaire. J'ai vu que ça avait été abordé ce matin. Donc, on intervient avec beaucoup d'R&D, avec beaucoup d'acquisitions aussi, des prises de participation. Donc, c'est à la fois depuis notre outil industriel et à la fois aussi un sourcing, j'allais dire, d'un certain nombre de sociétés et d'initiatives qui font sens pour le groupe Holcim. Et donc, on intervient sur l'ensemble des piliers de l'économie circulaire, depuis la phase d'éco-conception. Vous avez un certain nombre d'outils, le 3D printing avec des sociétés comme Xtree, donc qui visent à utiliser, j'allais dire, le minimum de matériaux avec de l'impression 3D lorsqu'on met en œuvre des équipements. Tout ce qui est éco-conception aussi, depuis des bâtiments, en passant par des routes, des outils de simulation qui permettent d'intégrer ces sujets de développement durable et économie circulaire. On a des ORIS, par exemple, on a des modèles qui permettent effectivement, en fonction de l'endroit où vous allez construire la route, de son usage, de simuler quelque part la ressource disponible, de simuler finalement quelle serait la meilleure manière de concevoir pour son usage telle route. Donc ça, ce sont des sujets forts sur lesquels on se recentre au niveau du groupe Holcim. On intervient aussi pour améliorer et étendre de façon générale la durabilité des bâtiments qu'on est amené à construire, en tout cas participer à la construction. Donc on a toute une gamme de produits, depuis les mortiers, depuis aussi un certain nombre de membranes sur lesquelles on intervient pour pouvoir donner une seconde vie à tous ces ouvrages. Et puis il y a le bloc, j'allais dire en bleu, sur ce schéma, sur lequel on vise évidemment à réintroduire des matériaux issus du monde de la construction dans le tissu productif du groupe Holcim et de Lafarge en France pour ma part. Et là, l'indicateur principal, qui nous permet de suivre notre performance économie circulaire, c'est ce qu'on appelle un taux de circularité. Et donc c'est la proportion de matériaux issus du monde du recyclage, du monde du déchet, qu'on est en capacité de réintroduire. C'est 46 millions de tonnes au sein du groupe. Alors, on n'est pas des spécialistes de la gestion de déchets, mais quand on a regardé un petit peu le benchmark avec nos 46 millions de tonnes, on s'est aperçu qu'on apparaissait dans le top 3 mondial des gestionnaires de déchets. Donc, on n'avait pas à rougir, c'est le cas de le dire vis-à-vis des gens comme Veolia. Finalement, on est amené à gérer des volumes extrêmement importants à l'échelle mondiale de déchets. Donc ça, c'est notre indicateur principal qui nous permet de suivre effectivement la trajectoire économie circulaire qu'on s'est donnée. Derrière, ce sujet d'économie circulaire, comme ce sujet de développement durable, alors c'est évidemment des indicateurs dans notre rapport RSE qu'on rend chaque année, ça c'est un sujet, mais nous c'est extrêmement opérationnel. Alors où je vous parle, là, il y a des commerciaux qui vendent et qui récupèrent des déblais issus de la déconstruction, et on produit des granulats recyclés, et à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui vendent du béton, là certainement, fait de granulats recyclés. Et tout l'enjeu, ça va être d'être en capacité, dans 3 mois, 4 mois, quand le chantier va s'exécuter, d'être en capacité de livrer et de délivrer quelque part la promesse, c'est-à-dire de fournir par exemple un béton fait de ciment bas carbone avec des granulats recyclés. Donc on change fondamentalement d'ADN. Alors on a aussi changé de logo, vous avez dû voir, on est parti d'un logo Lafarge Holcim qui était assez carré. On a pris de la rondeur, ça n'est pas pour rien. Et donc c'est bien notre sujet, c'est effectivement d'être en capacité de capter ces matériaux recyclés, de les mettre au format qualité. C'est un vrai sujet pour nous, on en parlera un peu plus longuement, mais l'industrie du déchet notamment, où les producteurs de déchets ne sont pas du tout sensibles à la qualité de leurs produits. Il peut y avoir une forte variabilité. Quelquefois, ils ne la connaissent même pas. Donc c'est tout un enjeu de notre industrie d'être en capacité de maîtriser la qualité. Et bien évidemment la disponibilité, puisque ces matériaux, aujourd'hui, ont déconstruit des bâtiments, demain ce seront des ressources. Il faut que nous nous assurions de leur caractère, de leur disponibilité pour pouvoir mettre en œuvre les bâtiments de demain. Donc ça, c'est un enjeu important, et donc ça se traduit sur la partie droite par des marques qui existent déjà au sein du groupe Holcim. Agneo, qui est la marque granulaire recyclée du groupe Holcim, une marque mondiale. Vous avez Ecopact, qui est la marque de béton, fait de ciment bas carbone et de granulats recyclés.
Vous avez EcoPlanet, qui est c'est toute une gamme de ciments que l'on distribue déjà, fait de ciment bas carbone et de matériaux issus du monde de la construction. Et GeoCycle, j'en parlerai, bon, Firestone aussi, sur lequel on est amené à recycler des membranes, et GeoCycle, sur lequel nous sommes, j'allais dire, la division, la business unit, on parle de business model, en charge de sourcer des matériaux alternatifs dans le monde du déchet. Et quand je dis dans le monde de déchets, ce sont des matériaux qui sont sous statut déchets, avec une réglementation spécifique associée. Voilà. Alors juste pour vous donner l'ambition, puisque on parle d'accélération, donc l'indicateur 2020 ressort 46 millions de tonnes de matériaux réintroduits dans le tissu productif d'Holcim dans le monde. Et vous voyez la trajectoire fixée par notre CEO, 2030, on doit plus que doubler, on doit passer à 100 millions de tonnes. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Donc face à ces millions de tonnes en plus à capter, il y a tout un dispositif supply chain évidemment à mettre en place, capter la ressource, être en capacité de la mettre au format qualité, la délivrer, j'allais dire à l'entrée de l'outil productif du groupe Holcim, pour pouvoir la réintroduire. Donc derrière, il y a un certain nombre d'indicateurs. Bon, je ne vais pas tous les détailler, mais ces indicateurs sont suivis effectivement par typologie de lignes de produits, d'indicateurs spécifiques. Vous en avez dans le ciment, le pourcentage de réintroduction de matériaux issus de la déconstruction dans le ciment. Vous en avez dans la partie granulat. On suit aussi, nous, les combustibles alternatifs, hein, puisque pour faire du ciment, le principe, c'est de faire de la cuisson. Et donc, on a besoin de combustibles pour se faire. Et donc, on va sourcer aussi dans le monde du déchet. Et si je dois être réinvité en 2030, en toute logique, le nombre de solutions du groupe Holcim aura doublé. Mon slide devrait être normalement 2 fois plus grand. Voilà. Oui, il faudra en faire 2, hein, c'est déjà bien chargé. Bon, merci de ce retour d'expérience et d'action. On voit à travers ce dernier slide, d'ailleurs, la dynamique dans laquelle on s'inscrit. D'ailleurs, enfin, pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit côté provoque. Pour moi, il y a quelques années, en fait, on faisait du recyclage un peu parce qu'on nous demandait d'en faire, quoi. Voilà. Là, on sent maintenant qu'on est sur des valeurs profondes, de dire, bon, il faut qu'on sauve la planète, qu'on engage des choses. Mais là, le slide que vous présentez, c'est autre chose. On a passé le côté finalement acte bon en disant non, maintenant, ce sera comme ça le business, on ne prélèvera plus, on sera neutre, etc. Malgré tout, c'est une force. C'est une force. Et à la fois, ça reste que, pour l'instant, enfin, pas un acte pieux, mais un acte d'image. Sauf que, Clément, je suis tombé sur votre chair, et là, je dois avouer que j'ai été très interrogatif, très interloqué par le titre de votre chair. Clément Boyer, est-ce que vous m'entendez déjà? Nous, on ne vous entend pas. Donc ça. Alors, Clément, vous n'hésitez pas à continuer de parler le temps que la régie nous donne du son. Tu m'entendez mieux? Ah, super. Là, vas-y. Allez-y. Ah. Je crois qu'on... Voilà. Alors, Clément, oui. Voilà ce qui m'a interrogé. Oui. C'est que moi, la comptabilité écologique, sérieusement, je ne le vois pas dans mon bilan. Alors, encore une fois, par contre, je fais le lien très fort avec l'engagement que l'on a. Mais comment quantifier cet engagement dans un bilan comptable, moi, ça m'interpelle. La dernière fois où j'ai été interpellé comme ça, c'est quand on m'a parlé de propriété immatérielle. Très clairement. Et qu'on est arrivé à mettre ça dans le bilan. Donc, Clément, c'est quoi la comptabilité écologique? Bonne question. Déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci Franck pour l'introduction. Donc je m'excuse déjà de ne pas être avec vous aujourd'hui. Effectivement, bon, c'est une bonne question pour introduire. Donc je ne vais pas parler forcément d'immatériel, mais qu'est-ce que la comptabilité écologique? C'est peut-être une bonne question pour démarrer. Je ne sais pas si vous avez les slides à l'écran. Tout à fait. Hein. Effectivement, vous avez les slides? Oui, non? Oui, tout à fait. Très bien, super. Parce que je les vois pas. Mais du coup, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que la comptabilité écologique, c'est d'abord un domaine de recherche et d'expérimentation, donc qui s'intéresse à transformer donc les systèmes d'information comptable, les comptabilités, pour les mettre au service de modèles économiques qui sont réellement durables et donc au service de cette transition écologique dont on parle ici.
En fait, le point de départ qu'on a au sein de la chaire, c'est de reconnaître déjà et d'étudier le caractère structurant des comptabilités financières. On parle là à la fois des comptabilités de gestion, hein, des comptabilités analytiques internes aux entreprises et des comptabilités de bilan, comptabilités générales et financières. Donc le caractère structurant de ces comptabilités dans le fonctionnement des entreprises et de l'économie, et donc évidemment dans les problématiques écologiques et sociales telles qu'elles existent et qu'elles se structurent aujourd'hui. Et du coup, partant de là, l'objectif, c'est d'intégrer dans ce langage, dans le moteur, en fait, le cœur de l'entreprise et des organisations au sens large, ce qui est aujourd'hui largement invisible dans ces comptabilités, c'est-à-dire, donc, pour reprendre le titre de la table ronde, les impacts et la valeur des entreprises sur les écosystèmes, ou plutôt, enfin, soit l'impact des entreprises sur les écosystèmes ou la valeur que les entreprises retirent des écosystèmes et la manière dont elles emploient les écosystèmes dans leur modèle d'affaires. Et du coup, dans ce cadre-là, le cadre de la comptabilité écologique, la chaire comptabilité écologique, elle propose une vision un peu particulière. Alors là, il devrait y avoir une figure, je ne sais pas si elle apparaîtra. Mais en tout cas, notre objectif, du coup, ça va être ouais, parfait. Donc, de développer des nouvelles méthodes comptables au service donc, de cette transition écologique, d'accompagner au moyen de ces systèmes comptables plusieurs formes d'organisation. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités, ça peut être aussi des États ou des territoires. Donc, accompagner ces diverses formes d'organisation dans leur stratégie de développement vers la durabilité. Ça va être aussi de sensibiliser et convaincre, convaincre de l'importance de la comptabilité et de sa transformation pour la transition écologique, et aussi de la capacité de la comptabilité à intégrer ce que nous on appelle la durabilité forte, qui va être au cœur de notre proposition. Et puis la chaire comptabilité écologique, donc c'est aussi une plateforme d'échange, d'animation et de communication pour l'ensemble des acteurs qui sont intéressés. Pour faire de la recherche, des expérimentations sur ces enjeux. Plus particulièrement, et pour rentrer un peu dans le détail, notre conception de la comptabilité écologique dans la chaire, elle repose sur deux éléments clés. Le premier, c'est cet impératif de s'inscrire dans la soutenabilité forte. Donc, soutenabilité forte ou durabilité forte, c'est une notion qui renvoie à beaucoup de choses. Mais en deux mots, nous, on pense que c'est d'abord l'idée de reconnaître que les écosystèmes sont des entités capitales pour l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise doit les préserver en tant que telles et pas les considérer seulement comme des sources d'opportunités financières ou d'opportunités business. Donc c'est pour ça qu'on considère le capital naturel et d'ailleurs aussi le capital humain comme des passifs qui apparaissent au passif du bilan, donc des obligations de remboursement, des dettes. C'est le paradigme de la dette naturelle. Le deuxième point, c'est que l'évaluation de ces capitaux naturels, elle se fait non pas à partir des services qu'ils nous rendent ou qu'ils rendent aux entreprises, mais à partir du coût des actions nécessaires à leur préservation. Donc ça, c'est la logique selon laquelle, au sein de la chaire, on évalue le capital naturel et les capitaux naturels au sens large. Et puis enfin, cette soutenabilité forte, elle implique d'être aligné sur des référentiels politiques, mais surtout scientifiques, et donc qui sont issus des sciences écologiques et l'écologie de la conservation en particulier. Donc on a d'abord cette idée de durabilité forte qui est centrale au sein de la chaire, et le deuxième point, c'est l'objectif d'articulation des différents niveaux de comptabilité écologique, et là on va arriver progressivement sur le thème central de la discussion et l'économie circulaire, puisque du coup, en lien avec cette dimension scientifique, la transformation des systèmes comptables, on pense qu'elle doit se porter au-delà de la seule comptabilité des organisations qu'on voit à gauche et qui est incarnée dans la chaire à travers le modèle CARE qu'on propose et que je présenterai tout à l'heure. Et elle doit passer par le développement de comptabilité écologique à différentes échelles, et en particulier au niveau des écosystèmes, où se crée la valeur écologique et où se détermine finalement la performance écologique de nos sociétés, et aussi au niveau des comptabilités nationales, qui sont aujourd'hui, comme les comptabilités d'entreprise, simplement appréciées à travers des considérations financières, et qui doivent aussi pouvoir s'étendre et intégrer des enjeux sociaux écologiques. Voilà ce qu'on peut dire rapidement de la chaire. Écoute, merci Clément.
intéressant cette notion en trois dimensions, en trois niveaux finalement, l'entreprise, les organisations, le territoire et le national, voire même peut-être même le continental, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler de dette carbone, de territoire. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin. Bon, c'est de la politique, je ne vais pas trop en faire, c'est pas mon métier. Même si on en fait un tout petit peu là avec un colloque comme ça, parce qu'on remonte des messages à nos grands faiseurs, nos grands constructeurs du futur. Quoique je ne suis pas sûr que ce ne soit pas nous, mais ça c'est un autre débat. Merci aux académiques d'ailleurs de porter un certain nombre de points. On va plutôt se centrer sur les deux autres dimensions, l'entreprise et le territoire. On va commencer par le territoire. Axel, je voudrais que vous me parliez du CRIGEN et plus exactement de ce qu'a développé le CRIGEN, c'est-à-dire B-Circle, pardon, qui justement me semble être un dispositif qui accompagne les territoires. Oui, bonjour Franck, bonjour tout le monde. Tout à fait, ouais. Je vais vous parler de B-Circle. Effectivement, Franck, comme tu as dit, il y a un enjeu fort au niveau territorial en ce qui concerne l'économie circulaire. Donc, bon, l'économie circulaire, c'est quelque chose de très général. On peut travailler à toutes les échelles, mais sur cette échelle du territoire, on va avoir les acteurs économiques qui vont avoir des interactions fortes. Donc, quand je parle de territoire, je pense à des communes, à des groupements de communes, des EPCI, des régions, ce genre de territoire. Et à cette échelle-là, on va avoir des interactions fortes qui seront possibles parmi les différents acteurs du territoire. Et donc, on va pouvoir justement structurer des écosystèmes d'acteurs qui vont permettre de faire circuler la ressource et de l'utiliser de manière plus efficace et ainsi pouvoir limiter les impacts des activités sur les écosystèmes naturels, ce qui est l'objectif in fine. Et donc, Engie, c'est un acteur important du territoire parce qu'on a on a toutes sortes d'actifs qu'on opère sur les territoires. On a des actifs de production d'énergie, de production de biogaz, par exemple. On a des centrales thermiques, on a des infrastructures de transport et distribution de gaz. Donc, on est des acteurs importants parce qu'on opère des actifs et puis aussi parce qu'on accompagne pas mal de clients dans leur gestion des problématiques liées à l'énergie, aux ressources, etc. Et donc, c'est pour ça que, à notre avis, au CRIGEN, donc le centre de recherche du groupe Engie, on pense que Engie peut être un acteur clé pour structurer autour de lui des écosystèmes circulaires pour mener des activités économiques de manière circulaire. Et donc, nous, on a développé cette solution B-Circle pour justement nous permettre d'imaginer des nouveaux modèles, des nouveaux écosystèmes sur les territoires qui permettraient de mener les activités de manière circulaire, de faire circuler la ressource. Donc, on a commencé à travailler là-dessus dans le cadre d'un projet européen qui était présenté sur la slide d'avant, mais c'est pas très important. C'est quelques acteurs en 2017-2018, dont nous, qui nous sommes réunis pour travailler sur ce sujet, avec notamment des territoires industriels, des acteurs académiques, des entreprises comme nous, et pour aboutir à la création de B-Circle, qui est aujourd'hui, nous, au CRIGEN, qu'on a continué à développer et qu'on utilise donc en interne pour imaginer des écosystèmes autour des activités d'Engie, pour permettre d'inscrire les activités d'Engie dans des modèles circulaires, et puis aussi à l'externe pour accompagner des territoires dans leur réflexion pour structurer toujours des écosystèmes d'entreprises circulaires. Donc, B-Circle, en gros, c'est un outil de modélisation cartographique qui va nous permettre de, premièrement, cartographier les ressources. Et donc, il va nous aider à investiguer un territoire et à identifier là où il y a des gisements de ressources, là où il y a des besoins de ressources et des transferts de ressources. Et puis, il va nous aider à analyser tout ça
et à imaginer des scénarios, des modèles vers lequel pourrait évoluer le territoire pour fonctionner de manière plus circulaire. Et donc, on va pouvoir proposer des écosystèmes et qui peuvent être des objectifs vers lesquels faire tendre le territoire. Et ensuite, on va évaluer ces différentes propositions qu'on peut faire sur la base d'indicateurs économiques, environnementaux, voire sociaux pour arriver dans une approche la plus complète possible des impacts. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc voilà, cette slide présente un peu plus en détail des études qu'on a réalisées qui nous permettent par exemple d'arriver sur un territoire, de détecter les gisements de ressources et d'imaginer comment mieux les valoriser au lieu mieux les valoriser localement pour qu'ils bénéficient au territoire au lieu d'être exportés. On peut aussi, dans le deuxième cas, arriver dans une situation où s'inscrire dans un projet d'installation d'une nouvelle activité sur un territoire et imaginer comment cette nouvelle activité pourrait vraiment s'insérer dans le tissu industriel et vraiment le plus possible apporter des possibilités de recyclage, de synergie et créer le plus possible de circularité. Ou encore, une troisième option peut être simplement d'accompagner un territoire pour l'aider à imaginer ce que pourrait être son territoire quelques années après. Donc, par exemple, quelle sorte d'activité il doit accueillir, quelle sorte de technologie il doit développer pour que son territoire puisse aller vers plus de circularité. Et donc nous, cette solution BeCircle, on l'a développée avec l'idée de répondre aux obstacles qui sont couramment rencontrés quand on veut faire de l'économie circulaire sur les territoires. Donc en gros, on veut trouver des possibilités de synergie entre les différents acteurs. Donc des déchets globalement qui pourraient redevenir des ressources au lieu d'être éliminés, qui pourraient être valorisés de manière énergétique, voire mieux, voire du recyclage, voire du réemploi, de la réutilisation. Donc voilà, augmenter l'utilisation de la ressource et donc identifier des compatibilités entre différents acteurs pour permettre de mettre en place ces synergies-là. Et donc le problème pour les identifier, c'est typiquement le manque de données, car chaque entreprise, chaque acteur a ses données et ne les partage pas forcément. C'est pour ça qu'on a développé une base de données avec nos experts pour permettre d'imaginer et de deviner ce que peut être les besoins et les ressources de chaque acteur sans avoir besoin de mener l'enquête, simplement en sachant quel type d'acteur c'est et quelle est son activité. On va pouvoir chercher dans notre base de données quelles sont les ressources qu'il consomme, qu'il produit, en quelle quantité, à quelle qualité, et ainsi pouvoir avoir une vision de ce qui se passe sur le territoire au niveau de la ressource qui nous permette d'identifier des potentiels de synergie. Et donc on va travailler sur une vision le plus possible complète du territoire, en regardant tous les secteurs confondus, toutes les ressources confondues, car c'est comme ça qu'on va pouvoir imaginer des nouveaux écosystèmes qui sont innovants et qui permettent d'utiliser mieux la ressource. Merci, merci Axel. Je me retourne vers le grand groupe Holcim. J'imagine que ce lien avec le territoire, tout à l'heure, Frédéric, vous avez décrit bien l'aspect finalement offre, mais j'imagine qu'il y a un côté structurant finalement à la mise en place de cette industrialisation sous le prétexte de l'économie, enfin pas sous le prétexte, sous l'angle de l'économie circulaire. Vous avez raison. Donc, oui, peut-être à travers l'organisation GeoCycle, vous allez avoir la compréhension assez simple de ce qu'est l'économie circulaire. C'est pas celui-ci, voilà.
Bah voilà, donc en fait, alors l'économie circulaire, c'est l'antithèse de la mondialisation, hein. Je vais être très clair, c'est-à-dire que chaque territoire est unique. Donc vous êtes obligé d'avoir une approche locale. On peut faire une feuille de route mondiale, 46 millions de tonnes, 100 millions. Après, la déclinaison, elle se fera qu'à la maille locale. Alors, je vais prendre l'exemple de GeoCycle, hein, qui est la branche qui s'occupe d'aller sourcer dans le monde du déchet les matériaux alternatifs pour le groupe. On est présent dans plus de 50 pays, donc c'est 10 000 clients. Donc, vous voyez un petit peu la granulométrie quelque part qu'on est amené à avoir. Et alors, c'est 10 millions de tonnes de déchets issus du monde du déchet, hein. Donc, je distingue bien, vous avez abordé le sujet du statut produit versus déchets. Donc, c'est 10 millions de tonnes de déchets, hein, dans les 46 millions de tonnes. Donc, vous avez encore des sous-produits qui sont déclassés, hein, qui ont passé le stade de la réglementation déchets. Et entre les deux, les installations, les 80 installations de pré-traitement, bon, les 180 usines, par exemple, cimentières, qui sont en capacité de récupérer ces déchets. C'est toute la supply chain qu'on doit organiser. J'ai parlé qualité, j'ai parlé disponibilité. Vous vous doutez bien, quand on traite, on reprend et on valorise 10 millions de tonnes de déchets, bah, il faut être en capacité effectivement de construire cette supply chain. Et là, la granulométrie, elle est territoriale. Si je prends l'exemple de la France, on est amené à travailler agglomération par agglomération. Dans certaines phases, l'agglomération, elle va être même coupée en 2, en 3, en 4, en fonction effectivement des problématiques qu'on va rencontrer. Le transport et la logistique est un élément clé et fondamental, hein, nécessairement. Donc là, notre tissu industriel, composé de cimenterie, de centrales à béton, vous allez retrouver à un moment donné alors des carrières ou des plateformes de préparation de granulats, va être mis à contribution pour être, on va dire, la destination privilégiée d'un certain nombre de produits qu'on va avoir préparés, sourcés directement ou préparés en amont dans des domaines extrêmement variés. Donc, on s'intègre parfaitement dans l'écosystème local. Alors, ça va du traitement d'eau, hein. On va reprendre des boues, par exemple, urbaines, des boues urbaines séchées, par exemple. On va dans le monde, alors j'entendais les gens d'Aliapur, on va dans le monde des garages, du broyage automobile, où il y a un certain nombre de sous-produits qui trouvent des débouchés en cimenterie, en combustible alternatif, par exemple. On va aller sur toute l'industrie du bois. Il y a un certain nombre de sous-produits issus de l'industrie du bois qui va être utilisé comme combustible alternatif. On va aussi rendre service au secteur de l'agriculture à travers des semences qui ne sont pas utilisées, par exemple, ou à travers tout simplement en sortie des usines d'équarrissage des farines animales. Pour votre information, pendant la crise sanitaire au plus fort du confinement, au printemps de l'année dernière, évidemment, l'activité s'est arrêtée. Donc, nous aussi, on voulait même arrêter nos cimenteries puisqu'il n'y avait pas de sortie de ciment. Et en fait, on n'a pas été réquisitionné, mais on nous a demandé de maintenir en fonctionnement nos cimenteries pour être en capacité de traiter les farines animales. Donc, aujourd'hui, quand je discute avec un directeur d'usine, il est patron d'une cimenterie, mais il est aussi patron d'une usine de traitement de recyclage de déchets, de valorisation de déchets. Si je prends la plus grosse cimenterie qu'on a à Saint-Pierre-la-Cour, à côté de Laval, c'est plus de 200 camions par semaine qui sont issus du monde des déchets. Ce sont des déchets, hein. Donc, c'est pour vous donner la taille. On est une très grosse installation pour le territoire mayennais, voire au-delà, la Bretagne, les Pays de Loire, pour pouvoir accueillir un certain nombre de sous-produits. Voilà. Et après, il y a tous les déchets de la construction, sur lesquels la déconstruction, la démolition, sur laquelle effectivement on trouve des débouchés chez Lafarge, que ce soit en réaménagement de carrière, en production de granulats, dans l'industrie cimentière, au cru, donc soit directement en amont, avant la cuisson, soit en ajout directement dans les ciments, lorsque c'est possible. Et puis, de plus en plus, on développe des applications possibles. Alors, le béton est extrêmement normé, mais on sent qu'effectivement, il y a tout un pan à explorer pour pouvoir valoriser un certain nombre de sous-produits directement dans le béton. Il y a des choses qui sont possibles, sans pour autant enfreindre l'énorme qualité. Et aussi dans des applications plus qualitatives, on a une division qui s'appelle Solution and Product. On voit apparaître aussi certains gisements avec une certaine qualité qui peuvent rendre service dans des applications très spécifiques, qui sont même en dehors du gros Holcim, hein, des ajouts minéraux pour le caoutchouc, pour l'industrie du plastique. Donc ça ouvre des voies d'exploration assez variées à partir du moment où on est en capacité de capter ces gisements et d'être en capacité de contrôler leur qualité et d'assurer leur disponibilité. Merci Frédéric pour cette illustration du groupe. Alors juste à mes participants de table ronde,
Normalement, on est censé finir dans 5 minutes. Et comme je vous avais dit, on aura 10 minutes de retard. Bon, je suis même très inquiet sur les 15 minutes qu'on s'autoriserait. Donc, essayons de faire plus court. Je suis désolé, Clément, parce que je vais te passer le tour et je te mets déjà un stress. Là, ce que je vois, c'est que la notion territoriale, elle est déjà bien exploitée, elle est déjà bien comprise par nos grands interlocuteurs de l'économie circulaire. Alors, on aurait pu avoir autour de la table une grande collectivité pour qu'elle nous explique comment elle l'intègre, elle, dans son bilan. Mais on va s'intéresser réellement au monde de l'économie. Fondamentalement, ça va tomber comment sur les comptes? Le projet CARE, quelle serait l'approche du projet CARE pour nos entreprises? Donc, effectivement, le modèle CARE, c'est l'approche comptable qu'on porte au niveau de la comptabilité des organisations. Donc CARE pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. L'idée, c'est bien du coup d'étendre la comptabilité financière, donc à la fois le bilan, le compte de résultats et les annexes, pour y intégrer les enjeux de préservation écologique en soutenabilité forte, comme je le disais tout à l'heure, et de le faire de manière structurée. Pour faire ça, l'idée centrale, c'est de transformer donc, les systèmes comptables actuels et à terme de permettre aussi l'évolution de la norme comptable, de la normalisation comptable nationale et internationale, pour du coup qui protège ce qu'il y a à protéger, ce qu'il y a à préserver, les systèmes socio-écologiques, et qu'ils le fassent de la même façon qu'ils le font actuellement pour le capital financier. Du coup, sans rentrer dans le détail du modèle qui est complexe, l'enjeu c'est d'étendre la définition, les mécanismes et l'analyse comptable qui s'appliquent aujourd'hui très bien au capital financier, aux autres choses capitales qui sont employées dans l'activité de l'entreprise et qu'elle se doit donc de préserver, et en particulier donc les capitaux naturels et humains. Donc, ça peut être une zone humide, une forêt ou une espèce par exemple. Concrètement, au niveau de la mise en place de ce modèle CARE, ce que ça implique, c'est d'abord de décrire et de définir la préoccupation écologique, donc qu'est-ce qu'on cherche à préserver, et d'identifier pour ces préoccupations les objectifs de préservation à atteindre. Donc si on parle de climat par exemple, l'objectif ou scénario, ça peut être un budget carbone, une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre qui correspond à un réchauffement global d'1,5 degré, comme peuvent le définir les Science-Based Target Initiative qui déterminent pour chaque secteur ou chaque maille régionale les trajectoires d'émissions à respecter pour s'inscrire dans ces trajectoires. Une fois qu'on a défini les capitaux et qu'on a identifié les objectifs de préservation, il s'agit d'identifier comment le modèle d'affaires de l'entreprise emploie et du coup dégrade ce capital naturel. Donc, pour le climat, c'est comment l'atmosphère est utilisée pour stocker des gaz à effet de serre. Il fournit donc une avance à l'entreprise qu'elle doit rembourser, qui génère en fait des efforts pour ramener l'écosystème et le climat en particulier à l'état initial. Donc, une fois qu'on a identifié comment le modèle d'affaires emploie le capital naturel, il faut définir les activités de préservation, les actions qu'on va mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Pour s'inscrire dans cette trajectoire 1,5 degré par exemple, il va falloir éviter, réduire, financer des puits de carbone, éventuellement compenser aussi ces émissions à la fin. Mais en tout cas, mettre en place un certain nombre d'actions qui vont rentrer dans des scénarios et qui vont être ces activités de préservation. Et du coup, on va, dans un dernier temps, structurer ces coûts de préservation, donc le coût de l'ensemble des actions pour préserver le capital naturel, et l'intégrer au modèle d'affaires. Et concrètement, ça va permettre de proposer une nouvelle analyse financière, une nouvelle lecture du modèle économique et de la performance, et de mettre en œuvre une nouvelle conception de l'entreprise. En interne, et pour reprendre l'exemple des transitions modèles d'affaires qu'on évoque ici, ça permet de piloter beaucoup plus finement cette transition en inscrivant la trajectoire du modèle d'affaires dans une trajectoire scientifique, par exemple la trajectoire 1,5 degré, et en reconnectant en même temps objectifs biophysiques et objectifs financiers. Et puis en externe, à l'externe, ça permet de montrer et de démontrer aux financeurs notamment
comment financer directement la transition écologique, soit des modèles d'affaires qui préservent déjà leurs capitaux naturels, ou en identifiant les besoins de financement et les coûts qui sont supportés pour préserver le capital naturel. Sur cette slide-là, vous avez les bilans et les comptes de l'État CARE qu'on peut produire, ou un exemple en tout cas, et on voit que en dessous des enjeux financiers, donc du passif financier, on fait apparaître un passif humain, un passif naturel dans lequel on a nos enjeux et la manière dont ils sont employés par l'entreprise et éventuellement préservés à la fin. Voilà. Et si on peut maintenant essayer de faire le lien effectivement avec la question de l'écosystème et de comment accompagner les territoires, puisque c'est aussi une proposition qui est portée dans la chaire, pour accompagner donc soit des collectivités territoriales, pour accompagner des parcs naturels ou des structures de ce type-là. L'enjeu, donc, c'est de connecter ces comptabilités des organisations, donc la comptabilité CARE, avec une comptabilité qui est centrée sur les écosystèmes. Donc, on développe notamment le modèle des comptabilités de gestion écosystème centrée, qui propose, donc, comme le disait Frédéric, chaque territoire est unique, qui propose de construire des comptes et des comptabilités ad hoc propres à un enjeu écologique et à un écosystème pour équiper les collectifs, équiper un ensemble d'acteurs qui sont intéressés à préserver et à prendre en charge un écosystème et articuler leurs engagements, leurs objectifs autour de la préservation de cet écosystème. Donc ça peut être une zone humide, ça peut être une rivière, ça peut être une forêt. Et du coup, de mettre sous la forme de compte, de comptabilité, les informations nécessaires à leurs interactions. Donc là, ça rejoint aussi l'objectif de partage de données qu'on évoquait tout à l'heure avec BeCircle. Et du coup, on met en place une comptabilité, des comptes de contribution qui permettent de partager et d'outiller la négociation collective pour s'entendre sur les objectifs, les prises d'engagement réciproques des différents acteurs, les efforts et les contributions. Donc, chaque acteur montre combien il a de coûts de préservation au niveau de son bilan à partir du modèle CARE. Et en portant ça au niveau collectif, au niveau de l'écosystème, on peut arriver à avoir des rétributions, des contreparties potentielles. Donc voilà, l'idée en tout cas générale, c'est qu'on a bien toujours l'ambition d'articuler assez étroitement ce qui se fait autour de l'intégration des capitaux naturels et humains dans la comptabilité des organisations, comme j'ai dit, au passif, donc dans le modèle CARE, et ce qui est pertinent d'un point de vue écologique, c'est-à-dire à la fois la détermination des objectifs scientifiques et l'agrégation des contributions des différentes entreprises, des différentes organisations à un niveau pertinent, c'est-à-dire le niveau territorial, écosystémique, ou autour d'une préoccupation écologique donnée. Merci Clément. Ouais, enfin, je sais pas vous, mais moi je suis relativement fasciné par cette approche. Alors, quelque part, avec ma faible culture économique, de temps en temps, ça me fait peur. Hein, je dois avouer, l'inscrire au bilan, mais surtout comment mon DAF va réagir à ça. Bon, il va falloir faire des formations, hein, Clément. Non pas que tu t'es mal exprimé, mais je pense qu'il y a un paquet de... Il y a des formations. Il y en a. C'est bien pensé. Bon, après, par contre, je suis... comment dire, en tant que... Vous savez, je anime un cluster, donc mon métier, c'est de monter des projets collaboratifs. On en connaît plein des projets collaboratifs qui sont souvent technocentrés. On a vu quelques PIA sortir là sur la notion de filière, mais filière, encore une fois, presque équipement partagé dans une filière. Là, ça pourrait être marrant d'avoir quelques expérimentations sur comment créer un écosystème permettant une valorisation positive. Tu m'excuses, c'est peut-être pas le bon terme, hein, Clément, on en parlera en aparté, mais comment construire un écosystème sur la base de cette comptabilité circulaire, le mettre en œuvre, etc. On le fait déjà. Je vois que, Frédéric, tout à l'heure, tu as exprimé très clairement qu'il y avait déjà des choses qui se passaient. Et d'ailleurs, au moment où tu baisses d'activité, finalement, ça met en péril cette économie, cet écosystème territorial, d'une façon ou d'une autre. Bref. Et justement, je profite de cet exemple, Farah. On voit là que souvent le territoire est constitué d'acteurs qui n'ont pas forcément conscience d'appartenir à un même écosystème. Donc développer des nouveaux business models, ça paraît peut-être complexe. Quelle est ton approche là-dessus?
Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité en premier. Et en effet, c'est comme vous l'avez dit, en fait, on dote très souvent les entreprises des moyens pour évaluer la performance de leurs actions. Mais moins souvent, on leur dote les démarches nécessaires pour mettre concrètement en place ces modèles d'affaires innovants. C'est pourquoi moi, dans ma thèse, je m'intéresse spécifiquement à comment mettre en action ces modèles circulaires et durables qui vont être innovants en créant ce nouveau écosystème d'acteurs qui n'avaient pas forcément historiquement des relations économiques. Et c'est pourquoi, dans le cadre de mes recherches, je vais me pencher sur des aspects particuliers qui renvoient en fait à cette notion de business model et qui vont nous aider à comprendre comment on mettra en place ces modèles vertueux. Par exemple, je pourrais m'intéresser au mode de gouvernance adéquat dans telle ou telle autre situation qui vont permettre, par exemple, une action collective dans cet écosystème particulier. Ça peut être une gouvernance partagée, pilotée, polycentrique, centralisée, où il y aura une seule firme pivot qui va gérer tous les autres acteurs. Je pourrais aussi m'intéresser à quelle va être la proposition de valeur qui va être circulaire, proposée par tous ces acteurs, comment elle va être partagée équitablement entre les acteurs. Est-ce que ça va être sous partenariat, sous un contrat d'alliance, etc. Et donc, finalement, comment réorganiser les chaînes de valeur telles qu'elles sont proposées maintenant et qui sont assez linéaires. Donc, moi, comme premier cas d'étude, évidemment, c'était Engie. Donc, évidemment, c'est une grande entreprise, donc il faut noter que le changement, il est plus difficile dans une grande entreprise que dans des petites startups. Mais néanmoins, j'ai pu identifier, comme dans mes premiers travaux de recherche, 4 grandes typologies de business model. Donc forcément, il y a les énergies renouvelables et tout ce qui va être valorisation d'énergie. Le deuxième business model, ça va être tout ce qui est valorisation des actifs énergétiques et que je vais détailler plus en détail dans la prochaine slide. Et après, il y aura 2 autres business models auxquels je m'intéresse. C'est tout ce qui est offre de conseils offerte par Engie pour accompagner d'autres entreprises. Et finalement, ça va être un soutien financier pour soutenir des activités circulaires hors de l'organisation de Engie. Et donc, si on peut passer à la deuxième slide. Oui, voilà. Donc, un premier business model auquel je m'intéresse, il est développé par une business unit de Engie, c'est la plateforme digitale Biwi. Et en fait, ce nouveau business model, il est innovant en soi parce qu'en premier, c'est pas le cœur de métier de Engie de développer des plateformes digitales. Mais là, on remarque que, par exemple, la proposition de valeur, c'est la proposition de valeur circulaire offerte par cette plateforme, c'est de permettre aux utilisateurs de proposer des actifs énergétiques qui ont déjà été utilisés à d'autres utilisateurs. Et donc là, il y a une construction d'une communauté qui n'existait pas déjà. On va avoir un écosystème d'acteurs qui va se mettre en place, notamment par exemple DHL, pour livrer les pièces d'un utilisateur à l'autre. Et donc, pourquoi c'est circulaire? Parce que voilà, on est en train de viser à réintroduire des matériaux utilisés et des actifs de production chez Engie dans la chaîne de valeur et qui seraient autrement mis à part et jetés. Donc voilà quoi je m'intéresse dans ces premiers mois de ma thèse. Il faut noter que ça fait 7 mois que je travaille sur le sujet, donc c'est assez récent. Et voilà. On vient de perdre Farah, mais heureusement c'était sa conclusion. Donc, il n'y a plus de stream non plus. Pas forcément vrai. Il n'y a pas de souci de notre côté. Bon, le stream. Tu as quelque chose en stream, Jean-Yves? Ça marche, Henri? Bon. Le stream a toujours marché, ouais. Bon, donc on a un petit problème avec Farah. Bon, on arrive à cette question business model. Business model, c'est toujours le futur, donc on va parler finalement de
de perspective. Frédéric, c'est quoi les nouveaux business models d'Holcim ou ceux qui vont arriver? Lâche-nous une info, quoi. Bah oui, oui. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais détailler celui de Geocycle France, celui que je connais. Vous avez vu qu'on est touché, y compris dans l'ensemble de nos gammes de produits, Lafarge qu'on est amené à distribuer, à produire et à distribuer sur la France. J'ai parlé d'EcoPact, notamment d'Agneo. Directement des applications de cette économie circulaire. Sur l'activité déchets, c'est quelque chose de nouveau hein, pour Holcim. C'est assez surprenant de voir un industriel avoir une société en charge de gérer des déchets. On est vraiment dans une logique du déchet, de son statut. Un déchet a cette particularité, notamment en Europe, d'avoir une réglementation spécifique, d'avoir, on va dire, une responsabilité du producteur très forte. Et donc, il faut être en capacité d'avoir des agréments, de comprendre cet environnement législatif d'abord, pour être en capacité de travailler selon la législation. Et donc, c'est vraiment une des particularités. Je n'ai pas trop d'équivalent dans l'industrie, mais Holcim a une activité gestion de déchets à travers Geocycle, et Geocycle France en particulier. Donc, comme tout business model et comme bon marketeur que je suis, ça commence souvent par une proposition de valeur pour les clients dans l'absolu. Et donc, elle a été structurée autour de 4 piliers. L'une qui est centrée, je rejoins un peu Farah, autour de la valorisation énergétique et des déchets qui peuvent se substituer en particulier à des ressources fossiles. Donc ça, c'est une offre complète. On a aussi une gamme qui tourne autour des cimenteries parce qu'elles ont des particularités nécessaires. On a besoin de déchets inertes et on a besoin aussi d'un certain nombre de sous-produits pour être en capacité de produire du ciment. Et donc, on arrive à sourcer dans le monde du déchet des matériaux alternatifs, de l'alumine, par exemple, du fer, des choses comme ça, auprès de certains industriels notamment. Donc là, il y a une offre qui s'articule autour du co-processing. On a une offre qui s'articule autour de la gestion de déblais inertes, donc de terre. Par exemple, on intervient fortement en ce moment sur les travaux du Grand Paris. On évacue en ce moment, cette semaine, 30 barges pour votre information. Donc, c'est des volumes extrêmement importants. C'est 2500 tonnes, une barge par semaine, à destination de nos carrières. Donc là, on est un acteur important pour pouvoir effectivement gérer tous ces déblais inertes. Alors, ils sont plus ou moins inertes, mais on est en capacité de les gérer. Il y a toute une solution qui est développée aussi sur notamment des terres. Alors, on parle de terres polluées, mais ce sont souvent des terres qui ne sont plus inertes. Elles ne sont pas toujours dangereuses, mais elles ne sont pas inertes. Elles ont par exemple un élément métallique à l'intérieur. Elles peuvent avoir de la pyrite, des choses comme ça. Donc ce sont des éléments naturels présents dans les terres, mais qui posent des problèmes au sens de la réglementation et au sens valorisation. Et donc on est en capacité aussi, alors là directement avec le savoir-faire du groupe Holcim, d'inerter, de stabiliser le polluant pour être en capacité, enfin en tout cas l'élément qui le rend la terre non inerte, pour être en capacité de la réintroduire aussi dans des filières inertes beaucoup plus adaptées à cette typologie de déchets. Et enfin, toute une gamme de services. Et à partir du moment où on veut sourcer des matériaux, je vous ai parlé de qualité, on est amené à déployer des moyens spécifiques, plateformes de pré-traitement, unités mobiles, pour préparer les déchets directement sur les chantiers, pour être en capacité de les recevoir sur le tissu productif de Lafarge. Et ça se traduit en termes d'ambition. Derrière une offre de solution, il y a toujours une ambition. Bon, quelques chiffres. Donc, on a créé Geocycle France au 1er janvier 2020 et derrière, effectivement, on a toute une trajectoire. On décline la stratégie du groupe Holcim et tout simplement pour dire, alors vous voyez, ça sera quasiment 2 millions de tonnes de plus en 2025, enfin 1,5 million de tonnes en plus en 2025. Et tout ça se fait, alors avec une équipe, bien évidemment, et des CAPEX associés, puisque toutes ces transformations ont un coût. Rien que cette partie-là, c'est 50 millions d'euros, par exemple, pour un groupe comme Holcim, pour pouvoir effectivement industrialiser au maximum la préparation de ces matériaux pour pouvoir les réincorporer dans son tissu productif. Donc, c'est des ambitions importantes et c'est aussi un coût non négligeable. Oui, mais Clément t'expliquera comment la mettre dans ton bilan. Axel, côté NJ, les perspectives ? Est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous, je pense. Alors, je crois que tu ne m'as pas envoyé de slide, hein, donc ce sera a cappella. Non. Oui. ANJ, l'objectif, c'est de transformer complètement le fonctionnement de l'entreprise pour qu'à toutes les activités et pour toutes les filières, il y ait une réinvention du fonctionnement
et une refondation pour permettre des modèles circulaires à tous les niveaux. Et nous, pour le centre de recherche, le CRIGEN, notre rôle, ça va être de développer les outils qui sont nécessaires pour faire cette transition. Et donc ces outils, c'est les outils méthodos qui permettent d'imaginer des nouveaux business models. Donc notamment, bon, le premier était B-Circle que j'ai présenté, mais il y en aura d'autres à développer pour aller vers de l'éco-conception de nos activités, pour les rendre circulaires à tous les niveaux. Et puis bien sûr, travailler sur les outils pour réellement mettre en œuvre ces nouvelles solutions, ces nouvelles façons de travailler, ces nouveaux business models. Et donc c'est pour ça qu'on finance notamment la thèse de Farah et qu'on développe aussi des activités en interne pour développer la culture de l'économie circulaire, qui est une chose très importante pour si on veut vraiment mettre en œuvre ces activités-là. Et puis voilà, développer tous les outils qui vont permettre la mise en œuvre de ces écosystèmes. Merci Axel. Farah, Axel a tendu la main. C'est quoi les prochains résultats attendus de ta chaire? Évidemment, j'aimerais bien, à la fin de ma thèse, pouvoir contribuer non seulement au monde académique, mais aussi au monde professionnel et pratique, parce que voilà, je suis en thèse CIFRE et j'aimerais dire que j'ai pu tenter de combler un gap dans la littérature et sur cette recherche de la communauté académique sur les notions de business model circulaire, d'innovation, mais donc, essayer de répondre à cette thématique de comment construire un écosystème d'acteurs aux implications managériales pour les industriels, apporter des éléments de réponse plus pratiques sur, par exemple, les situations, les facteurs clés qui permettent de co-créer ces écosystèmes, ces business models circulaires à travers les bonnes pratiques et développer des approches pour contourner les obstacles et mettre en place l'économie circulaire. Merci. Et Clément, comment te projettes-tu dans la chaire? Comment la chaire se projette? En 2 mots, très rapidement, du coup, parce qu'on est peut-être un peu pressé par le temps. Donc, l'idée, ça va être de poursuivre les recherches et expérimentations qui sont engagées depuis 2019 au sein de la chaire. Je crois que j'avais une slide sur en gros, les objectifs. Donc, on a un certain nombre avec nos partenaires académiques, donc AgroParisTech, Dauphine et l'Université de Champagne-Ardenne, et soutenu par un certain nombre de partenaires financeurs, collectivités ou privés. Donc, c'est de poursuivre l'expérimentation sur le modèle CARE et sur les autres niveaux de recherche en comptabilité écologique de la chaire. Et pour parler de 4 champs d'action un petit peu prospectifs pour poursuivre la réflexion. Le premier, ça serait le Lab Capital Naturel, donc qui est porté par la chaire comptabilité écologique et le WWF depuis 2020 et qui vise à être un dispositif d'engagement pour les entreprises, les grandes entreprises notamment, qui viennent tester des outils et partager des retours d'expérimentation sur des outils, donc en particulier le modèle CARE. Le CERCES, c'est le cercle des comptables environnementaux et sociaux qui porte la méthodologie et la formation autour du modèle CARE, donc qui est aussi un point d'entrée intéressant pour ceux qui s'intéressent au modèle et qui va être le moteur, le point nodal du développement méthodologique de CARE. La Tribune du Monde, c'est pour montrer l'influence que peut exercer la manière dont on conçoit la comptabilité écologique au-delà du modèle CARE en lui-même, et de souligner une proposition qui a été faite, qui est la déclaration de performance intégrée, donc qui était une proposition de loi portée dans le cadre de la loi climat résilience, qui portait cette évolution de la déclaration de performance extra-financière vers une déclaration de performance intégrée, donc pour intégrer un peu plus les enjeux économiques et écologiques et sociaux. Et puis aussi mentionner les travaux au niveau de la normalisation comptable extra-financière au niveau européen, qui ont lieu actuellement, en particulier autour de la taxonomie, et où là aussi, les enjeux d'intégration et de comptabilité écologique sont centraux. Merci beaucoup Clément. Merci. Voilà, je vous invite à aller faire un tour sur notre site et puis à pas hésiter à prendre contact. Et puis j'ai bien entendu que et la chaire, le CRIGEN
était ouvert à des partenariats avec d'autres acteurs que ceux qui nous ont mentionnés. On arrive à la période des questions-réponses. Je me tourne vers la salle. Y a-t-il des questions en salle ou à distance? Pas de questions à distance. Ah. Bonjour. Donc, dans la première table ronde, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les questions. Donc, je me dis, je vais en poser une. Sur les modèles d'intégration des différents aspects de l'économie circulaire dans le bilan comptable, je serais intéressé si Clément peut nous dire un peu quelles sont des projections sur, par exemple, des conséquences sur la fiscalité ou les conséquences sur d'autres interactions avec d'autres types de systèmes plutôt extérieurs aux entreprises qui adopteraient ce type de comptabilité. Alors, on a effectivement l'horizon de la normalisation et donc de l'adaptation de la fiscalité à ces comptabilités écologiques émergentes. Mais évidemment, on n'en est pas encore là tout de suite. Donc, les enjeux à court terme, c'est plutôt des enjeux donc, de pilotage, comme je disais, donc une compréhension un peu plus fine du modèle d'affaires et de la manière dont on peut l'orienter et le mettre en lien avec des trajectoires scientifiques. Et au niveau des conséquences sur disons l'extérieur, l'image de l'entreprise, il y a effectivement l'idée qu'on puisse montrer réellement sa performance écologique sur des bases scientifiques et démontrer le lien en fait entre notre performance économique et notre performance écologique. Donc l'enjeu pour les entreprises, c'est de se différencier d'une certaine manière de ce qui se fait, de prendre un coup d'avance aussi vis-à-vis de cette normalisation qui est en cours, qui est amorcée, et de s'adresser à un nouveau type de financeurs ou un nouveau type de partenaires qui sont sensibles, de plus en plus sensibles à ces questions d'intégration. Bonjour, merci. C'est une question aussi concernant le système CARE. Est-ce qu'il y a la possibilité de le transposer? Est-ce qu'il y a la possibilité de le transposer, donc le modèle CARE, à la reconversion et la renaturation d'espaces dégradés, plutôt que uniquement la préservation et la protection d'espaces naturels? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite. Effectivement, c'est possible, c'est-à-dire que la définition donc, des objectifs écologiques est évidemment dynamique, donc ce n'est pas seulement préserver l'existant, ça peut être aussi renaturer ou améliorer des écosystèmes quand ils sont déjà dégradés. Mais en tout cas, la préoccupation, enfin, le modèle CARE est plutôt centré sur l'entreprise et la manière dont elle est capable, elle, dans son activité, de préserver les écosystèmes. Et c'est plutôt l'axe écosystème centré et le modèle des comptabilités de gestion écosystème centré, donc qui sont aussi développés dans la chaire, qui va plutôt prendre en charge cette question de la mise en gestion collective d'un écosystème et de comment on organise les actions, les coûts et la prise en charge de la gestion d'un écosystème. Donc, dans le cadre de la renaturation d'espace, ce sera plutôt l'axe écosystème centré qui sera concerné dans la chaire. Ali ? Alors, une double question. Pendant longtemps... Pardon ? Oui, donc pendant longtemps, lorsque l'on considérait, ou une entreprise considérait que payer une amende était plus rentable, entre guillemets, que d'avoir un impact négatif sur l'environnement, on pouvait continuer à le faire. Je ne citerai pas les pétroliers, par exemple, mais enfin, c'est tout à fait dans l'ordre d'idée. Est-ce que c'est le purement réglementaire qui va faire en sorte que ça soit terminé, cette pratique?
Et puis une autre question dans le prolongement de celle de Michael sur la fiscalité. Est-ce qu'il y a un moyen de changer la notion du PIB, puisque beaucoup d'économistes se disent que cette notion du PIB fausse tout, la croissance, etc., et que le simple fait d'introduire à la fois les facteurs humains et à la fois le facteur environnemental va généraliser, va nous permettre de sortir de simplement cette économie? Alors, du coup, je pense que la question s'adresse à moi. La question du PIB, elle n'est pas évidente. Il y a plusieurs manières de l'aborder. Donc c'est un des axes de recherche de la chaire au niveau de la comptabilité nationale. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi des modèles. Donc le modèle ESGAP, qui est notamment utilisé par l'AFD, et les modèles des coûts écologiques non payés. Il y a plusieurs manières d'aborder la question. Soit on corrige effectivement, on essaie d'intégrer des coûts qui sont non payés par les différentes entités, les différents acteurs de la société, et qui du coup permettent d'expliquer la dégradation des écosystèmes. Où on peut aussi considérer que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, et effectivement changer la définition de la valeur ajoutée, donc changer la comptabilité d'entreprise, ça change aussi le calcul des valeurs ajoutées à l'échelle nationale. Donc l'idée, c'est qu'il y a une définition qui peut évoluer au niveau national, de qu'est-ce qu'on intègre dans le PIB, et on peut aussi, en se rappelant que la comptabilité nationale est articulée à la comptabilité d'entreprise, voir que la modification des comptabilités d'entreprise et par exemple le modèle CARE change mécaniquement, comme vous le dites, le PIB. Et ensuite, la question du réglementaire, effectivement, l'enjeu c'est déjà de pouvoir voir au niveau de l'entreprise et au niveau des modèles d'affaires, en tout cas comme on procède aujourd'hui dans l'expérimentation, quel est l'impact d'une trajectoire 2 degrés ou 1,5 degré qui est finalement sur laquelle la France s'engage, ou même la stratégie nationale bas carbone sur laquelle la France s'engage, sur le modèle d'affaires et sur, en termes de coûts, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise. Donc, effectivement, on est déjà sur voir ce que les objectifs réglementaires, on travaille aussi par exemple sur l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette, sur quel coût ça représente pour les territoires, pour les entreprises. Donc ça, c'est des travaux qui sont portés par la chaire actuellement. Et donc déjà, l'intégration du réglementaire dans les comptabilités et voir combien ça coûte, c'est une première étape, évidemment. Merci Clément. On va prendre deux dernières questions. On finira par toi, Jean-Yves, puis tu viendras t'installer d'ailleurs sur scène. C'est pour la table ronde qui suit. Désolé des 5 minutes qu'on est en train de prendre de retard. Je vais être très court. Merci beaucoup. Christophe Lévy, je suis directeur scientifique du groupe Holcim. Je voudrais vous féliciter, Franck, et les 4 intervenants. Je trouvais ça vraiment passionnant. J'ai une question pour Clément. Concernant le lab Capital Naturel, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait qu'un grand groupe, LVMH. Peut-être que je n'ai pas bien vu. En tout cas, il n'y avait pas énormément de grands groupes en tant que partenaire. C'est quoi l'intérêt pour un groupe comme LVMH de faire partie de ce lab? Quels enjeux, qu'est-ce qu'ils vont en tirer? Comment est-ce que vous voyez ça? Et comment est-ce que vous pouvez faire de la pub auprès d'autres grands groupes pour en faire partie? Alors, donc effectivement, il y a peut-être sur ma slide quelque chose de pas très clair. LVMH, effectivement, le grand groupe qui est partenaire de la chaire, le lab Capital Naturel, et vous pouvez retrouver les informations sur le site du WF ou sur le site de la chaire, a comme membre actif d'autres grands groupes, je pense à Carrefour, à GRDF, au groupe Rocher ou encore Michelin. Donc, il y a beaucoup de groupes et de plus en plus de groupes qui s'intéressent à ces modèles et qui rentrent dans des dynamiques d'engagement pour expérimenter. Effectivement, leur intérêt, donc, il est multiple. Déjà, c'est comprendre ce qui se fait dans la recherche et voir comment ça peut les aider à prendre un peu de recul par rapport à leur stratégie d'adaptation à l'évolution réglementaire d'abord, mais aussi à l'évolution, à la transition écologique tout simplement. Et du coup, il y a des motivations nombreuses et différentes, mais on est de plus en plus dans on est de plus en plus en phase d'entreprises qui sont non pas seulement intéressées à trouver des sources de financement ou d'avantages concurrentiels, mais aussi à comprendre en fait comment leur modèle d'affaires est situé, qu'est-ce qui pose problème dans leur modèle d'affaires, qu'est-ce qui pose problème dans les services et les biens qu'ils produisent, pourquoi ils ne sont pas en phase avec des trajectoires soutenables, et interroger assez profondément la manière dont ils conçoivent leur entreprise et comment ils conçoivent aussi l'intégration des enjeux financiers, extra-financiers. Donc les motivations, elles sont
d'ordre stratégique, un avantage concurrentiel évidemment, mais aussi un positionnement face à l'évolution réglementaire. Merci Clément. Jean-Yves Toussaint. Je m'excuse d'avance, c'est une question extrêmement naïve, mais je ne suis pas très spécialiste de la comptabilité. Je me posais la question de la formalisation comptable d'une performance écologique ou écosystémique. Comment ça se passe? Si vous pouvez nous en dire 2 mots, voilà. Donc, le modèle CARE, il propose d'afficher au bilan, de mettre au bilan la somme des coûts de préservation des entreprises pour atteindre des objectifs écologiques donnés. On ne valorise pas les services ou met pas de prix sur la nature, par exemple, mais on définit des objectifs scientifiques de maintien. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir par exemple, comme indicateur de bon état écologique des sols, comme bon état écologique des rivières, des cours d'eau ou des nappes phréatiques. Et ensuite, on établit des scénarios pour voir quelles actions, est-ce qu'il y en a déjà, est-ce que des scénarios de gestion permettent d'atteindre ces objectifs de préservation, et ensuite, quel est le coût des actions qui rentrent dans ces scénarios de préservation. Et du coup, c'est ça qu'on affiche au bilan, c'est ça la valeur de nos capitaux naturels, c'est la somme, la totalité des efforts qui est nécessaire de mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Eh bien, merci Clément. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui suis fasciné par ces approches, pas que moi qui suis aussi très fier de nos entreprises françaises et des exemples qu'elles nous donnent, de voir ce côté moteur là, et que je pense qu'on doit revendiquer, et surtout on doit revendiquer le fait qu'on veuille aller toujours plus loin, et que peut-être qu'on a besoin d'aide, peut-être qu'on a besoin d'une confirmation, peut-être qu'on a besoin de nouveaux modèles. En tout cas, un énorme merci Axel, Michel, donc du GRICAD de Shenji, qui était là avec Farah Doumid, donc doctorante sur les nouveaux business models de l'école polytechnique et au laboratoire de l'ENGIE. Merci beaucoup Clément Boyer, donc doctorant dans la chaire de comptabilité écologique, et merci énormément Frédéric Quérault, directeur d'économie circulaire chez Holcim et président de Geoclean. À bientôt.